Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lapoujade. Quand la vie de Pierre Lapoujade, cadre dirigeant et créateur d'entreprise à la réussite éclatante, bascule dans la tourmente, il choisit de quitter tous ses repères pour suivre une intuition profonde. Ce voyage initiatique le mène du tumulte de Marseille au sommet sacré du Tibet, puis au cœur du Bhoutan, royaume mystérieux où le bonheur national brut prime sur la richesse matérielle. Guidé par Pema, un moine bouddhiste rencontré par hasard, Pierre s'ouvre à une sagesse millénaire et à une transformation intérieure radicale. Entre rencontres bouleversantes, rituels secrets, méditation au pied de monastères perchés et immersion dans une nature préservée, Pierre nous présente son aventure initiatique, son récit authentique dans le livre À la recherche du bonheur intérieur brut, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Voilà, et il nous invite également à explorer notre propre planète intérieure. Bonjour Pierre. Bonjour Myriam. Merci pour l'invitation. C'est un bonheur de le partager ensemble avec vous et avec vos auditeurs. Rien que le titre du livre, déjà, c'est interpellant. Le bonheur intérieur brut, bien sûr, vous prenez le contrepartie évidemment, du produit intérieur brut. Oui, et je me suis inspiré de ce que j'ai découvert lors de ce voyage au Bhoutan, alors dans des circonstances très particulières, on y reviendra sûrement, et Oui. qui arrivait à un moment de ma vie très particulier. Mais oui, c'est un pays qui a choisi de mesurer son développement, non pas sur des indices économiques, mais sur l'accès au bonheur de ses habitants. Et donc, c'est pas le pays le plus heureux au monde, mais ils ont choisi d'orienter leurs actions et de savoir si le pays se développe, si ils permettent à un plus grand nombre, année après année, d'accéder à cet état de bonheur. Et donc, ils ont créé cet indicateur qui est au-dessus, en tout cas dont toutes les lois doivent être compatibles avec les indicateurs de ce bonheur national brut ou ce gross national happiness comme ils l'appellent et qui guide leur action politique depuis maintenant une quarantaine d'années. Ah oui, en fait, c'est réellement inscrit dans la constitution du pays. En fait, je découvre, hein, c'est surprenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'était un régime parce que c'est la particularité aussi de ce pays, c'est que c'est un des rares pays au monde, en tout cas le seul que je connaisse, qui n'a jamais été envahi durablement. Donc, Ah oui, alors qu'il est voisin des deux géants, l'Inde et la Chine, ah oui. au cœur de l'Himalaya, et c'est un tout petit pays en termes d'habitants. Il y a 600 000 habitants seulement sur un territoire assez grand et bien sûr très montagneux. Et c'était un régime un peu féodal où chaque vallée avait ses seigneurs qui élisaient un roi pour fédérer un petit peu leur action, mais ça allait pas plus loin que ça. Et puis ils ont créé une sorte de monarchie constitutionnelle il y a maintenant 60 ou 70 ans. Et il y a une quarantaine d'années, ils ont adopté cet indice de développement qui s'impose autant au roi qu'au Parlement, donc avec des députés élus qui font les lois. Et donc il y a une vérification, un petit peu comme nous, on vérifie si les lois sont conformes à notre constitution. Ben là, ils regardent si les lois prises ou l'action du gouvernement est compatible et en tout cas va dans le sens des grands piliers. Il y en a quatre du bonheur national brut comme indice de développement. Ah ouais, dis donc, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Ce sont peut-être les pionniers d'un modèle qui deviendra peut-être après, qui se répandra dans le monde entier, qui sait. Mhm. Mhm. Eh bien, on va revenir à vous, Pierre, et à votre parcours. Et donc, Pierre, vous êtes un ancien cadre dirigeant et créateur d'entreprise, bien sûr, donc comme on disait, spécialisé dans l'agroalimentaire. Vous étiez en pleine réussite, réussite Mhm. professionnelle éclatante. Et donc, voilà, vous étiez dans même l'innovation technologique. Et, et- et alors, voilà, c'était
vous aviez une vie trépidante, et puis quand même passionnante, à un certain point, d'un Ah certain oui, point de vue. ah oui, tout à fait. Elle était, alors oui, trépidante, certainement. Elle nourrissait beaucoup de parts de moi qui aspiraient à de la reconnaissance, qui aspiraient à vivre des choses, des voyages à travers le monde, des responsabilités, etc. Qui m'a permis aussi de gagner plutôt bien ma vie, voire même beaucoup d'argent à un âge assez jeune, puisque j'ai commencé dans une petite société de semences juste après mes études que j'ai faites à Toulouse dans l'agro. Et voilà, j'ai pendant 14 ans dans cette société de semences, j'ai franchi Oui, un certain nombre oui, d'échelons de directeur commercial ah oui, à directeur commercial France, puis directeur marketing Europe. Puis c'était une époque où les sociétés de semences familiales commençaient à se regrouper. On parlait de biotechnologie, c'était le tout début des OGM. Donc beaucoup de oui, restructuration et qui m'a conduit à prendre des responsabilités de plus en plus grandes, mais toujours dans une vision très, on va dire, cartésienne, matérialiste, oui, une certaine logique auquel je croyais sincèrement à l'époque. oui. Bon, on peut le dire, Pierre, on peut dire le nom de cette société. Ça permettra de mieux comprendre après votre Oui, cheminement. oui, oui. Moi, je suis rentré dans une société qui s'appelle Epitocide, que personne ne connaît maintenant et qui, à force de fusion-acquisition, est devenu Monsanto. Donc, quand on parle de Monsanto, on a des réactions épidermiques, Oui, du géant agroalimentaire que c'est devenu, ou au contraire de cette image très négative d'impact sur la planète, sur les paysans, sur la biodiversité, etc., etc. Donc j'ai connu effectivement ce côté-là, puisque à 35 ans, je dirigeais la deuxième plus grosse filiale au monde de ce groupe sur la partie semences qui regroupait France, Espagne, Portugal. Donc c'était un poste éminemment élevé, dont voilà, j'étais fier de ma carte de visite de oui, PDG, où j'étais tous les jours dans les avions entre ministère, réunion à la fédération, à l'Europe, etc., etc. Et malgré ça, j'avais quand même au fond de moi j'en avais pas encore conscience, mais mon corps qui trimballait un certain nombre de choses, et notamment j'avais le ventre qui était en vrac, une inflammation chronique, des douleurs en permanence. Donc tout extérieurement, la réussite était éclatante, et intérieurement, je luttais quand même avec beaucoup de maux. Et puis quelques démons intérieurs aussi, parce que alors c'est facile avec du recul maintenant, mais j'en avais pas conscience à l'époque. J'étais rentré dans une sorte de fuite après un fait de vie, la mort dramatique de mon frère quand j'avais 18 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait partir dans une sorte de fuite pour survivre, en fait, pour pas sombrer, tellement j'étais ravagé par la mort de mon grand frère, et puis aussi mes parents qui se sont à ce moment-là éteints, et c'est bien compréhensible par rapport à cette épreuve-là. Et donc j'ai eu l'impression à la fois de perdre mon frère, de perdre et un peu oui, mes parents, oui, et donc je me suis noyé, mais c'était une façon aussi de vivre, de trouver du goût du goût, à la oui, vie et de continuer oui, dans le travail, dans les responsabilités, dans oui, une certaine image de réussite, oui, et ça m'a aidé à passer ce cap-là. ah oui. Et vous parliez de fuite aussi dans un autre aspect qui était comment? J'allais dire les sorties, je sais pas, il me semble que Ah oui, alors vous vouliez bah, parler moi j'ai d'autre chose. développé à ce moment-là vraiment L'addiction? des addictions, addiction au sexe, addiction au mouvement, au travail. Alors je fumais beaucoup. Alors je suis pas allé dans
on va dire, des addictions qui, en termes de santé, auraient pu me coûter plus des drogues dures ou l'alcool. Mais ça aurait, c'est vraiment un miracle que, voilà, j'ai pris une autre voie. Mais par contre, le parcours était tout aussi souffrant. Donc je mélangeais à la fois une sorte de, sans être Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais j'avais une façade de réussite sociale, financière, de reconnaissance internationale, de vie rêvée. Et puis j'en profitais aussi, j'avais tous les symboles, une grande maison sur 2 hectares de jardin, avec une grande piscine, un pool house, Ouais, voilà, un jardinier, etc. ouais, Les derniers gros 4x4 à la mode, enfin voilà, il y avait tous les symboles extérieurs de richesse. oui. Et à l'intérieur, je culpabilisais de mes comportements, mais en même temps, j'arrivais pas à m'en défaire, malgré les psychothérapies, malgré d'être suivi par Epica. J'avais développé des TOC. Donc, à un moment, dans les années 90, où c'était pas très connu, c'était pas enseigné dans les écoles de médecine ou de psychiatrie ou psychologie, c'était quasiment pas pris en charge. Et donc, j'étais un peu seul avec ça, à me demander si je devenais fou avec mes sortes de rituels incontrôlables, de ces troubles obsessionnels. Donc voilà, donc il y avait un ensemble entre la vie que l'on pouvait voir et que je montrais et mon expérience réelle intérieure entre les tocs, les addictions, la fatigue, les douleurs au corps. C'est vrai que c'était quand même une sorte de grand écart, mais je savais pas comment en sortir. Donc c'était le toujours plus sorte de fuite en avant parce que ben, chaque fois que j'avais un nouveau poste, un peu plus d'argent, des stock options, Ouais, une responsabilité, etc. Il y avait quand même quelques instants, quelques secondes de répit oui. où je pouvais goûter quand même à la saveur d'être heureux, de voir mes parents esquisser un sourire, etc. Donc c'est quelque chose qui me nourrissait, mais c'était tellement fugace et éphémère que j'avais l'impression qu'il me fallait encore Encore plus. redoubler d'efforts pour Eh oui, revivre ça encore une fois. eh oui. Et donc c'était un cycle pervers où pour pouvoir vivre quelques moments de répit, ben, le prix à payer était finalement de mener une vie en apparence formidable et intérieurement Ouais. misérable. Eh bien, merci Pierre. Je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre parcours. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lapoujade. Donc Pierre Lapoujade qui nous raconte son parcours de vie, son chemin initiatique et qui est venu aussi nous présenter son livre À la recherche du bonheur intérieur brut aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc Pierre, avant la pause, vous nous racontiez votre parcours de réussite extérieure, on va dire, éclatante dans le monde de l'industrie agroalimentaire, de l'innovation technologique, où tout vous semblait réussir en apparence, extérieurement. Vous aviez toutes les, voilà, tout, tout le, comment on appelle ça, le label validé, réussite complète. Mais à l'intérieur de vous, ça cartonnait, hein. Vous nous disiez, vous étiez pas bien physiquement dans votre corps, rempli de tocs, d'un mal-être, un mal-être profond. Et alors, Tout à fait. est-ce que ça, un jour, vous avez pris conscience de ce mal-être ou est-ce qu'il y a... comment ça s'est passé, ce moment de bascule où vous avez donc décidé, suite à ce profond mal-être, de tout quitter? Eh ben, il y a eu des étapes intermédiaires en fait. Et alors chaque fois euh, des instants de bascule, effectivement, comme vous le disiez. Le premier a été la naissance de ma fille. Donc pendant que j'étais en poste et que j'avais ces responsabilités, là au sommet entre guillemets de ma carrière, on va dire, sous un angle vu de l'extérieur, et ma fille Agathe est née et je tenais à assister à l'accouchement, d'être présent. Et la seconde où Agathe s'est présentée, il n'y avait pas encore tout son corps, juste la fontanelle qui se présentait. J'ai pleuré pendant 20 minutes, mais de pleurs dont je ne savais pas ce qui se passait, etc. Et je l'ai compris après, mais ce jour-là, la naissance de ma fille m'a reconnecté à la vie, avec euh,
cet incroyable paradoxe de fragilité. Ça tient à rien qu'un nouveau-né fasse sa première respiration, soit viable, respire. Et en plus, c'est toute petite, elle faisait 2,7 kg, etc. Et la puissance de la vie aussi, parce que c'est un tsunami, c'est une énergie incroyable qui arrive, qui révolutionne tout, qui bouleverse toutes les vies. Et de cet instant dont je me rappelle parfaitement à la maternité, en salle d'accouchement, je n'ai plus pu voir tout ce que je faisais. J'ai plus pu me regarder dans le miroir en fait. Donc de la seconde où Agathe est arrivée, tout s'est renversé en fait. Alors c'est pas pour ça que je savais quoi faire, mais je n'avais plus aucun sens, alors que je croyais dur comme fer, que l'agriculture productiviste, etc., était une agriculture qui permettait de relever les challenges de notre monde moderne, de nourrir la planète avec un horizon de 7 milliards d'habitants à horizon 2020. On avait déjà ces chiffres dans les années 90-2000. Et donc, je croyais dur à ce que je faisais, les biotechnologies, les engrais, les pesticides, les brevets sur le vivant, etc. Et là, ça n'avait plus aucun sens. Donc, ça a été une perte de repère immédiat. Et donc, j'ai su à ce moment-là que j'allais quitter cet emploi sans savoir quoi faire, mais j'allais le quitter. Donc ça a été une bascule. Elle m'a reconnecté, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, elle m'a reconnecté avec le vivant, avec la vie. Et donc, ça m'a pris un an de négocier mon départ parce que je voulais pas partir non plus les mains vides. Donc j'ai pris le temps de partir entre guillemets proprement, de former une équipe qui m'a remplacé, de prendre au passage un gros chèque. Et j'ai eu, comme souvent ça arrive, je me suis dit, mais en fait, je vais m'engager comme si je voulais réparer tout le mal que je pensais avoir fait dans ces années Monsanto. Et du coup, qui s'appelait Seminis avant de devenir Monsanto, ça c'est pour mettre des repères. Et donc, je me suis dit, mais je vais monter une start-up pour valoriser, et comme je suis originaire du sud-ouest, une région de fruits, j'ai la famille dans l'agriculture qui produit des melons, des vergers, etc. Et il y a une grande partie de la production qui n'est pas valorisée, qui est jetée, soit alors le pire, c'est pendant les périodes de surproduction, ou pour maintenir les cours, on détruit, on peut même pas donner au Resto du Cœur ou des associations caritatives des fruits parfaitement sains, avec tout le travail, l'amour des agriculteurs, ils sont détruits, passés au bulldozer, etc. Et donc je me suis dit, on peut en faire quelque chose. Et je me suis mis en tête d'innover, de trouver des technologies pour valoriser ces fruits et créer une filière de recyclage de fruits déclassés. Et ça m'a pris 5 ans de recherche pour le faire. Je me suis associé avec des labos de l'INSA de Toulouse et on a mis au point des brevets pour extraire et séparer les sucres naturels de fruits, les valoriser dans des boissons naturelles, dans des ingrédients santé, dans des produits diététiques, et également les fibres prébiotiques. Donc j'ai commencé à me réintéresser au microbiote que j'avais découvert dans ma partie agronomique, donc ce lien avec le vivant en nous, ces milliers de milliards de micro-organismes qu'on abrite et dont on ne pourrait pas être vivant si notre ventre n'était pas peuplé de ces micro-organismes. Bref, en même temps que je faisais de la techno, je renouais une sorte de symbiose avec la vie. Je me replaçais dans un espace un petit peu plus vaste que moi, Pierre Lapoujade, et l'argent, la science, etc. Et donc je me replaçais dans un environnement un petit peu plus grand, dans lequel on peut vivre en symbiose et on doit vivre en symbiose. Donc ça a été un moment aussi très valorisant parce que j'ai fait ce que je savais faire, donc je m'y suis mis à fond dedans. J'avais pas réglé mes problèmes d'addiction, ni mes problèmes de désordre intérieur, mais je m'y suis jeté à court perdu. Donc on a un vrai parcours de start-up, incubateur, d'entreprise, pépinière entreprise, gagner des prix d'innovation, lever des fonds, été reconnu au niveau du ministère, puis être reconnu aussi par à
l'époque, il y avait un PDG, Franck Ripou de Danone, qui m'avait remis un prix, d'ailleurs, qui avait été fondé par Jean-François Poncet. Donc, Ah je oui, pense que vos auditeurs du Lot-et-Garonne, ça doit leur rappeler quelque oui, chose. tout à Et fait. Jean-François Oui, Poncet, qui oui, avait fondé un prix pour récompenser les innovations agroalimentaires, oui, et notamment avec l'Agropole à Agen, qui était ok. partenaire. Et donc, j'ai gagné ce prix remis par les mains du PDG de Danone à l'époque, etc. Donc, voilà, j'ai retrouvé une certaine, euh, on va dire, joie à pouvoir à nouveau avoir du développement, de la réussite, etc. Mais en pensant ce coup-ci faire le bien, c'est-à-dire une filière de recyclage de fruits, une valorisation des fruits déclassés, etc., etc. Et puis patatras. Donc on lève quelques millions d'euros. Je m'associe avec un partenaire industriel. La société voit le jour. On monte 2 usines. Au bout de 3 ou 4 ans, on passe de 0 à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. On commence à être approché par des grands groupes internationaux pour faire des transferts de technologie. On valorise près de 30 000 tonnes de fruits, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma voie jusqu'à la fin de ma carrière. Et puis patatras, un Noël, entre Noël et le jour de l'an, un 26 décembre 2012, un des associés majoritaires fait un putsch, des malversations, une trahison, fait quelquefois une écriture. Bref, au final, me vire de ma société, reprend la main sur le capital et du jour au lendemain, je suis hors de la société, donc sans aucune protection sociale, puis j'étais le créateur et le dirigeant. Mon patrimoine ruiné, je me retrouve en quelques mois d'être invité dans toutes les réunions pour être un exemple du développement de start-up, du financement de l'innovation, Ah, même auprès de la Banque de France, à interdit bancaire, sans carte de crédit, ah, etc. ça, oh là Ruiné. là. Ah oui, effectivement. Ah oui, on comprend mieux la bascule, le point de bascule. Oh, quel sacré choc. Et donc voilà, donc ce point de bascule m'a amené à vivre le dénuement complet. Alors, c'était pas un choix, hein. Parfois, certaines personnes font un choix conscient d'aller vers le Ouais, ouais, dépouillement ouais. pour vivre cette expérience-là. Moi, c'était pas du tout un choix personnel. Ça a été subi. Mais il s'est passé un fait incroyable un jour. Alors, entre-temps, je m'étais séparé, j'avais divorcé, je mettais ma maison en vente Ah pour oui, essayer de récupérer un peu ah oui. d'argent. La crise de quarantaine, dans toute sa Ouais, splendeur, quoi. ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et voilà, mon père malade, donc après avoir perdu mon frère, mon oncle assez jeune, et mon oncle ça a été mon père, mon second père, vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup. On avait des liens très très forts. Et voilà, donc mon père qui était en phase terminale de cancer, donc mon monde s'écroulait. Et un jour, j'avais accepté une mission de consulting parce que quand même des personnes qui me connaissaient, j'avais un gros réseau à l'époque, m'ont tendu la main, m'ont fait bosser. Et donc j'étais à Marseille quand j'étais en déplacement, comme voilà, j'avais plus de carte bancaire, j'avais rien, ben, je me logeais au gré de ce que j'avais dans la poche et en attendant d'être payé. Et ce jour-là, j'attendais dans ma voiture que les prix baissent d'un hôtel, qu'il y a des chambres invendues, on peut trouver des chambres à 30 ou 40 euros. Et là, étrangement, au lieu de me lamenter sur mon sort, etc., j'ai ressenti une vague de liberté incroyable. En fait, de n'avoir rien. J'étais seul dans ma voiture, même pas auprès de ma fille. Pas de nouvelle compagne. Mon père en train de mourir. Moi ruiné, pas d'argent, pas de job stable, etc. Et j'ai mais un sentiment de liberté incroyable, de sécurité qui est inexplicable, alors que j'avais rien. Et là, j'ai fait l'expérience euh, sensorielle, c'est-à-dire mon corps et pas ma tête a vécu
le relâchement, tout ce que je n'avais pas, c'est-à-dire j'étais crispé, des inflammations, etc. Là, moi, j'ai ressenti dans mon corps un relâchement total, la béatitude, je sais pas, la félicité, la confiance absolue. Aujourd'hui, je dirais une notion d'unité, de connexion au grand tout, mais j'avais pas du tout cette conscience-là à l'époque. Mais bref, un état d'être absolument fabuleux. Et je me rappelle m'y être déposé dans cet état pendant un long moment et d'avoir goûté à ça. Et puis finalement j'ai trouvé une chambre d'hôtel et là j'ai ça un petit peu comme la naissance de ma fille. Cet épisode-là m'a fait rencontrer autre chose. Alors de façon subie, presque par force, mais c'est imposé à moi que finalement la sécurité n'était pas dans amasser de l'argent, la preuve, une mauvaise association et pouf, tout s'effondre. On n'était pas dans d'avoir la plus grosse maison du village, n'était pas d'avoir un poste que tout le monde enviait, n'était pas d'avoir du pouvoir pour décider des choses. Tout ça, c'est extrêmement fragile, éphémère, et ça crée plus de servitude que de liberté. Et la liberté et la sécurité, finalement, étaient intimement liées. Et là, j'avais besoin de rien, c'était gratuit, c'était accessible, c'était un état intérieur qui me permettait de ressentir ça. Eh ben merci Pierre pour ce beau témoignage. Mais je vais quand même vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de vos aventures. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lapoujade. Donc Pierre, ancien cadre dans l'industrie agroalimentaire et également dans une deuxième partie de vie professionnelle, innovateur sur plein de domaines. Voilà, toujours dans ce domaine agroalimentaire, mais complètement à l'opposé. Deuxième réussite, à votre manière. Donc voilà, je ne peux pas revenir sur tout ce que vous nous avez dit. Il faudra réécouter cette partie-là. Et puis ce choc énorme de vous retrouver avec plus rien, ruiné, viré de votre propre société du jour au lendemain. Donc il y a déjà la trahison, il y a tout d'un coup la perte de tous vos repères, puisque aussi dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale. Et vous nous confiez que dans ce moment-là, dans un instant précis, vous avez vécu un sentiment de liberté totale, de quiétude, de tranquillité. Vous étiez complètement... voilà, j'essaye de le dire avec mes mots, de le traduire avec mes mots. En tout cas, vous avez vécu un état de félicité inexpliqué. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est cet état de bonheur que, qu'en le cherchant, finalement, je n'arrivais pas. Et là, il s'est imposé à moi. Et finalement, ce changement de direction, c'est pas parce que j'avais un plan, c'est parce que je n'avais plus d'échappatoire. Et finalement, la croyance que j'avais, que le bonheur était quelque chose à atteindre, ben là, j'ai découvert que c'était finalement plutôt quelque chose à arrêter de fuir. Et donc, je savais pas trop quoi en faire, mais j'ai eu cette conscience-là par l'expérience qui s'est imposée à moi. Et c'est là où la vie est incroyable, c'est que de ce basculement-là, ensuite, les choses se sont enchaînées à une vitesse assez incroyable. Ah oui, ouais, une expérience fondatrice finalement. Et suite à cela, c'est suite à cette expérience que vous avez décidé de partir au Tibet? Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'était pas un choix mystique de dire bah, finalement puisque j'ai rien, je vais faire des recherches où est-ce qu'on peut être heureux ou comment revivre ça, etc. Des synchronicités et c'est vrai que c'est ce qui truffe mon parcours ou qui jalonne mon parcours comme les petits cailloux, des petits poussés et Ah oui. dans le livre, sans spoiler son contenu, elle jalonne finalement tout mon parcours dans ce récit. La première, ça va être ce client à Marseille qui me donnait des missions de consulting pour lui, me demande si je serais OK pour lui ouvrir une filière de baies de goji bio. Il les importait, mais avec 15 intermédiaires. Et du coup, il avait plus très confiance de savoir réellement la qualité qu'il achetait
acheter. Et donc, il me demande si je suis OK d'aller voir sur place pour rencontrer les agriculteurs, les metteurs en marché, les intermédiaires, etc. Et pouvoir lui monter une filière la plus directe possible avec les producteurs de baies de goji bio. Et et donc j'accepte. Mon père est malade, donc je sais pas si c'est une bonne idée de partir là-bas. Et puis finalement, il y a un appel intérieur plus fort. Et je pars donc sur la partie chinoise du Tibet, la province du Qinghai, qui est un haut lieu de production de baies de goji. Et là, pendant 10-15 jours, je vais rencontrer des producteurs. Alors je découvre aussi un autre monde, les hauts sommets de l'Himalaya, des endroits très étonnants, etc. Mais c'est ma part d'aventurier quand même qui a plus que celle de l'être en quête spirituelle qui me guide. Et, et puis il va y avoir des bascules dans ce voyage, plein de rebondissements, dont une rencontre qui se fait, donc je relate tous les contours dans mon livre qui va se faire de manière, on peut dire, avec des hasards ou peut-être pas du tout des hasards. Et ce moine qui s'appelle Pema, ce qui veut dire fleur de lotus en bhoutanais, est originaire du Bhoutan. Et pendant 1 an et demi, on va garder le contact. Moi, je reviens en France après cette mission. On va garder le contact et Pema m'envoie des messages régulièrement. Est-ce que très laconique, est-ce que tu viens me voir au Bhoutan? Tiens, je serai. Il se partage entre la Chine et le Bhoutan. Est-ce que j'y suis à telle époque? Est-ce que tu viens? Et moi, immanquablement, je lui répondais non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Ah Et ouais. un jour, je me suis surpris à lui répondre oui. Et là, ça a été Ouais. le début de toute autre chose. J'ai eu peur, j'ai flippé de ma décision. Je me suis dit, non, mais tu vas partir au Bhoutan. En plus, pour y partir, il faut un visa qui coûte assez cher. Il n'y a pas de vol direct parce que atterrir au Bhoutan, il faut que le pilote soit certifié. Donc, on peut passer que par Bangkok ou par la Chine ou par Singapour. Donc, ou l'Inde. Donc, c'est assez difficile d'accès. Il faut payer d'avance son voyage à la Banque du Bhoutan. Bref, je me surprends à envoyer une somme d'argent assez forte à des personnes que je ne connaissais pas, d'un gars que j'avais rencontré quelques minutes seulement à l'aéroport. Mais c'est plus fort que moi et je décide de suivre cette voie intérieure et d'aller le rejoindre en janvier 2019 pour ce que je pensais être un voyage, une aventure touristico-humaine et qui a été un véritable voyage initiatique qui m'a retourné et pleinement, hein, le retournement, c'est vraiment le cas et qui a été 7 jours qui ont changé ma vie. Alors, Pierre, on va faire une troisième pause musicale Mhm. et puis nous allons revenir pour terminer, on va dire, l'émission. Mais en tout cas, terminer ce qui a déclenché votre nouvelle Mhm. vie. À tout de suite. Myriam, avec vous pour Bulle de sagesse, en compagnie de Pierre Lapoujade, qui est venu nous présenter son livre Mhm. À la recherche du bonheur intérieur brut. Voilà, ou l'extraordinaire rencontre avec un moine bouddhiste. Et donc, effectivement, Pierre, vous nous étiez en train de nous confier votre arrivée au Tibet dans un premier temps, votre avec ce moine qui s'appelle Pema. Et ensuite, Mhm. quand vous avez décidé de revenir le voir, euh, 7 jours qui ont changé toute votre vie. Et puis, vous êtes toujours en lien, j'imagine, avec lui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Oui, parce que Pema est devenu plus qu'un guide, ça a été c'est un ami, on échange j'ai même pu le faire venir à Marseille. C'est la première fois qu'il venait en Occident et en France. Donc imaginez quand je l'ai reçu à Marseille, je me suis dit waouh, ça va être pour ceux qui ont la référence un Indien dans la ville, quoi, hein. C'est un moine bouddhiste qui n'a jamais mis les pieds et qui débarque à Marseille avec moi. Et si
s'il y a une recette pour être zen en toutes circonstances, ça va être le moment de le montrer, et ça a été le cas. Donc voilà. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Ce qui s'est passé au Bhoutan pour moi, c'est que bien sûr, rien ne s'est passé comme sur le programme que j'avais. Mais Pema m'a permis, il a semé des graines en fait, parfois en parlant beaucoup, et donc en saturant mon mental, parfois juste par la présence, parfois en m'ouvrant. En m'apprenant une méditation simple, mais dans un lieu incroyable où, voilà, comme il dit, sur chaque rocher de cette terre sacrée qu'est le Bhoutan, sur chaque rocher, un grand maître a déjà posé ses fesses et a médité ici, donc on peut ressentir cette énergie-là, et c'est vrai que la nature est majestueuse, mais se retrouver à 3000 mètres d'altitude, on a l'impression d'être en bas parce que les sommets autour sont à 7000 ou 7005, et avec une nature préservée, un pays qui est bio, qui a banni les pesticides. Donc, vous voyez le clin d'œil avec moi qui venait Ah quand oui, même de, hein, voilà. ah oui, ah oui. Donc, voilà, quand Mais il me raconte ça, qui me dit, ben, en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que ben, les pesticides, c'est pas bon pour la santé. Donc, il ah est oui, hors de question qu'on en mange. Donc, on va ah ouais. interdire les pesticides, aussi simple que ça. Ah oui, ah oui. Mais j'ai juste une question pour mieux comprendre, c'est que est-ce qu'il parlait français? Parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Non, et il parlait un très mauvais anglais. Ah oui, Par d'accord. moments même, je devais me pincer pour me dire, attends, il parle en anglais ou il me parle en bhoutanais, en sanskrit Et donc, on communiquait avec un sorte d'anglais. Mais c'est une superbe question, Myriam, parce qu'à son contact, on communiquait différemment en fait. Bien sûr, on parlait Ah en oui, anglais, mais il se passait en fait tous les processus qui étaient en train de se passer, de changement intérieur, de prise de conscience, de ressenti, d'ouverture à d'autres formes d'énergie beaucoup plus subtiles, se connecter à d'autres informations. Ça s'est fait par une voix sensible, par la voix du ressenti, par la voix de ce que le corps comprend, même si le mental n'y comprend rien. ah oui. Et donc il y avait en permanence cette double communication, celle par les mots, par le langage, et puis celle par la présence. Alors celle où justement on manque de mots pour la décrire, mais qui passe par le vécu. Ah, Par ce changement intérieur, cette métamorphose intérieure qui ne se fait pas parce que je fais, mais qui se fait parce que je laisse faire en fait. Et donc pour moi le cartésien mental, stressé, etc. L'apprentissage du lâcher prise, de l'ouverture, de la connexion, de lâcher le mental, s'ouvrir au vibratoire, au subtil, au sensible, ben c'est fait par la présence de Pema, soit me faisant partir en méditation, alors que je méditais pas jusque-là, hein. Donc en quelques jours, avec des choses très simples, en apparence, il m'a fait toucher des espaces de conscience assez extraordinaires, mais toujours ancrés en fait. C'est pas une expérience mystique comme j'aurais pu me l'imaginer, c'est-à-dire, j'en sais rien, des choses qui clignotent, des pluies dorées ou des faisceaux de lumière. Toute Pas, cette... pas d'extraordinaire, mais vraiment. Mais Mais ouais, c'est mais une... peut-être bien ça la clé, c'est que c'est dans l'ordinaire que c'est le plus puissant. Exactement. Et c'est notre mental qui cherche à vivre quelque chose presque qu'on pourrait mettre sur Instagram, quoi. Oui, oui, Voilà. Et est-ce que je peux faire vivre mon éveil en direct? Il y a oui, cette part-là qui est jamais très loin quand même, hein. Et en fait, celle-là ne mène à rien. oui. Et puis il y a une voix qui, elle, parle tout doucement, murmure, et finalement ne se révèle que dans les fissures, dans les ruptures. Mais ça peut être juste une rupture. Alors moi, je l'ai vécu par des grosses ruptures de vie, mais juste s'autoriser à 2 secondes de silence. Et Dieu sait si à la radio, c'est très gênant, le silence, mais une rupture, un mouvement qui change de rythme dans l'instant. Quelque chose qui s'apaise,
ou qui change. Et c'est dans ces petites infractuosités que finalement la vie et l'accès à une conscience plus large, à donc de l'information plus large et donc à une façon de percevoir la vie, le monde, l'expérience que l'on fait beaucoup plus large, passe par ces petites fissures, ces petites infractuosités que l'on fait. Donc c'est pas quelque chose, en tout cas dans mon vécu, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas un feu d'artifice spirituel, mais c'est quelque chose qui se vit dans la douceur, le relâchement, et en même temps qui est extrêmement puissant. Il y a cette sorte de paradoxe entre la douceur, et j'appelle ça la puissance de la douceur, c'est quelque chose d'extrêmement doux, enveloppant, très féminin dans l'énergie, et en même temps une puissance dont on sent que rien ne peut l'arrêter. Et c'est ce que Pema, ce moine Oui. bouddhiste, incarne et rayonne. Et ça, en fait, c'est pas que j'ai compris, c'est que j'ai vécu ce cheminement-là où en laissant émerger cette connexion intérieure à quelque chose de plus vaste, en le permettant de nous irradier de l'intérieur, donc ça reste très égoïste comme chemin d'y goûter, eh ben, il existe un point de bascule où ça va dépasser, rayonner au travers de notre enveloppe physique et là, ça a une puissance qui est capable Ouais. de vraiment changer, moduler notre environnement, changer notre biologie. Moi, j'ai vécu la guérison de mon syndrome d'intestin irritable et des rectocoliques hémorragiques dont la médecine dit tu vas vivre avec ça toute ta vie. J'ai réparé la porosité de ma barrière intestinale, j'ai accédé à d'autres états, j'ai rajeuni mes tissus, mais c'est pas ça le propos, mais ça veut dire que ce changement intérieur Il- dans la oui, conscience il devient est physique. Oui. précède le changement de matière. Et donc là, on rejoint ce que la Ouais. physique quantique, d'un côté, nous explique, et c'est que les grandes spiritualités et sagesses de ce monde nous expliquent, c'est que la conscience, ou la vacuité, ou le vide, ou le champ de Planck, mettez-y les noms que vous voulez, sont la matrice dans laquelle l'énergie, en se mettant en mouvement, va se densifier et va devenir matière, biologie, etc. Et donc, créer, manifester, moduler la matière passe d'abord par ce changement subtil d'un mouvement de conscience qui va ensuite prendre son temps et se répercuter dans le monde du temps et de l'espace, donc dans la matière. Ah oui, c'est très très bien, très bien dit. Ça paraît tellement logique, hein. Mais moi, quand vous parliez de la douceur, ce contraste entre la douceur et la puissance que Pema vous a transmis, je ne peux m'empêcher de penser à ce que vous nous avez, ce qui vous a touché profondément dans la naissance de votre fille. Vous avez dit exactement la même chose. Ouais, tout à fait. Merci parce que je l'avais pas conscientisé, donc merci Myriam pour ce pont. C'est exactement ça. Ce qui peut paraître un paradoxe pour notre esprit logique, mais qui, lorsqu'on le vit, lorsqu'on le porte dans l'incarnation, n'est pas du tout un paradoxe et au contraire un état d'être. C'est à la fois la douceur, la fragilité, mais l'incroyable puissance Oui. de la vie lorsqu'on lui permet de s'exprimer à travers nous. Mm. Oui, votre fille vous a conduit à Pema, Ah oui, finalement. non mais certainement, elle fait partie des comme mon frère et je nourris pas cette sorte de pensée positive un peu dans le déni que derrière la mort de mon frère il y avait un cadeau. Ça reste mental, mais oui, ça a été des jalons où par l'absence j'ai ouvert autre chose et là la naissance d'Agathe c'est pas l'absence, au contraire c'est l'arrivée, la création qui a ouvert autre chose et jusqu'à la mort de mon père, la rencontre de Pema et ce chemin-là qui finalement s'est imprimé en moi. Alors, pour moi, il a fallu passer par des épreuves ou des portes dans la figure ou des grosses claques. Et évidemment, c'est pas le chemin que je souhaite, mais ces points de bascule peuvent être plus doux. Mais il y a toujours un point de bascule en fait où un monde s'effondre pour pouvoir laisser place à une autre expérience. Ouais. Eh bien, merci Pierre, mais j'aimerais quand même, Mm. à l'issue de ce partage, rajouter une pause musicale, parce que je pense qu'il y a encore un petit bout à nous Mm. raconter. Suite à tout ça, comment votre vie, elle a changé, si vous acceptez, on va rajouter quelques minutes de plus et on va se dire à tout de suite.
Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lapoujade, auteur du livre À la recherche du bonheur intérieur brut aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, on a fait un grand voyage avec vous, Pierre. On est parti depuis le Tarn-et-Garonne, où vous avez ensuite parcouru le monde entier quand vous étiez cadre, dirigeant d'entreprise. Ensuite, toutes les épreuves, tous ces points de bascule que vous avez vécus et qui vous ont conduit au Tibet, puis au Bhoutan. Vous avez rencontré ce moine bouddhiste qui s'appelle Pema, voilà, qui accompagne toujours aujourd'hui votre vie, qui vous a transmis plein de choses dans le secret de l'expérience que vous avez vécue auprès de lui. Et alors, suite à toute cette aventure, maintenant, racontez-nous, Pierre, comment votre vie, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, Mhm. votre vie? Ben ouais, merci de m'amener. J'hésite souvent à livrer, mais en fait, mon souci numéro un, non pas dans le sens après ce voyage au Bhoutan, puis après avoir reçu Pema, puis c'est comment je peux amener ça dans mon quotidien. Comment ça peut rentrer dans ma vie et ne pas être une parenthèse incroyable comme un beau voyage pour nourrir les repas entre copains ou les dîners mondains. Et donc, ça a été vraiment ma recherche des mois qui ont suivi de ramener ça dans ma vie quotidienne, dans mon corps, dans mon incarnation. Et donc, il y a eu ce chemin à la fois de guérison biologique qui a été extraordinaire pour moi et qui a été rapide, malgré que tout ça s'est ouvert à ma cinquantaine. Donc j'ai 57 ans aujourd'hui. Donc Ah c'est oui, un chemin qui a été extrêmement incroyable. rapide. Ouais, donc Effectivement, vraiment. vous avez rajeuni parce que là, vous ne les faites pas du Bah ouais, tout, hein. merci. Et donc il y a vraiment un message que c'est possible à tout moment et à tout âge et que c'est quelque chose qui va à une vitesse incroyable dès qu'on ouvre finalement les portes et qu'on se laisse traverser. Et donc il y a eu cette phase de transformation, pas repliée sur moi, mais presque. Et puis finalement, mes changements intérieurs, notamment pendant la période de Covid, confinement, etc., ont valu que la façon dont j'ai vécu ces événements, dont je me suis moi-même transformé, on m'a posé plein de questions jusqu'à me demander si je pouvais pas partager, accompagner, etc. Donc à la fois est née l'idée de ce livre qui a mis un sacré temps à être accouché, mais c'était un processus juste de maturation. Et en même temps, j'ai commencé à partager. Alors au début avec quelques podcasts, quelques vidéos maladroites sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai commencé en parallèle de mon activité de consultant à commencer à accompagner des personnes sous forme de court stage ou sous forme non pas de coaching mais de partage d'expérience. Et puis finalement ça s'est développé, ça a pris forme sous un concept que j'ai appelé la planète intérieure et l'éveil de la planète intérieure. Là aussi, ce concept-là est né au Bhoutan dans une prise de conscience lors d'une pratique avec Pema et où finalement sa transmission là a été je peux je peux presque l'utiliser en conclusion ou c'est ce qui a guidé finalement toute mon action, c'est que ce jour-là, j'étais un peu perturbé au bout temps et j'avais pas la tête à voir que le beau des choses. Je me disais, mais bon sang, la planète est ravagée, le monde souffre, il y a des inégalités incroyables, on est une époque où on a accès aux plus grandes technologies, où il y a la science et la médecine a fait des progrès immenses et il n'y a jamais eu autant de mal-être, de maladies chroniques, d'explosions de maladies en tout genre, etc. C'est quoi le problème? Et donc je pose cette question en ces termes à Pema, je lui dis mais c'est quoi le problème numéro un dans le monde? Et là je m'attends à ce que le sage bouddhiste qu'il est me réponde plein de choses sur l'éducation, sur tout ça. Et là il me répond une question dont j'ai cru qu'il répondait à côté de ma question quand je lui dis mais Pema c'est quoi le problème numéro un dans le monde? Et il me répond People look outside. Donc dans son mauvais anglais, il me dit le problème numéro un dans le monde, c'est que les gens regardent à l'extérieur. Et là, je me dis, bon, ok, il n'a pas compris ma question, il répond à côté. Et puis non, en fait, c'était bien ça le problème. C'est qu'on va chercher à l'extérieur. Et donc, si ça c'est le problème, peut-être que la solution,
c'est d'aller retrouver cette connexion avec notre essence, avec nous-mêmes par l'intérieur. Et donc ce cheminement d'introspection, c'est pas pour se guérir, pour se libérer des traumas ou de... Non, c'est pour retrouver le chemin de cet accès à la résolution des problèmes, trouver les solutions justes, etc. Et donc c'est accompagner les personnes à faire ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, plutôt que de vouloir sauver la planète, comment je Oui, m'occupe moi de ma planète ah intérieure? oui, très Comment, très juste. comment lutter contre la perte de biodiversité? Mais je suis comment avec ma biodiversité intérieure? Ouais. Qu'est-ce que je fais pour mon microbiote? Je le nourris avec quoi? Je continue à me mettre des pesticides, des colorants, des produits comme ça. Donc bien sûr, Oui. si je veux commencer par ma propre biodiversité de ma Mm. propre planète, je change mes modes alimentaires, je change mon régime, je change les filières auxquelles je me source, je vais plus au supermarché, etc., etc. L'eau que je bois, ben, je vais essayer qu'elle soit pure, etc. Donc du coup, là, j'ai une vraie action écologique. Oui. Mais ma planète intérieure, c'est pas que ce que je mange, c'est son climat, c'est mes tempêtes Et émotionnelles, c'est c'est ça. mes états de conscience, Mes etc. pensées. Et ça a un impact énorme. Donc, comment je Eh fais oui. pour venir retrouver la détente, Oui. l'apaisement, etc. Donc, je vais Nettoyer mes pensées, finalement. exactement. Et donc là, et ça demande un courage finalement plus grand d'aller descendre au plus profond de ses tripes, d'aller là dans le noir de ses entrailles, non pas pour aller chercher la boue qu'on croit y trouver ou le monstre qui s'y tapit, mais trouver finalement l'accès à notre propre source, l'accès à ce qui vibre en nous, et du coup de ce mouvement de l'intérieur qui peut à nouveau rayonner vers l'extérieur. Et donc ça a été le début du mouvement que j'ai voulu initier, partager et qui aujourd'hui se traduit par des programmes Oui. d'accompagnement, des stages, retraites ou ce livre et Oui. dont je consacre maintenant mon temps à accompagner, à partager et non pas à enseigner parce que je crois que j'ai aucune vérité et en plus on est tous différents dans notre parcours, dans notre constitution et c'est ce qui fait la richesse de la vie, c'est que chaque personne est à la fois cette unicité, cette couleur unique, et que personne n'aura à votre place. Donc une Myriam, un Pierre, un Pema, on a notre teinte, et le monde ne serait pas pareil si on n'affichait pas notre propre couleur, et en Oui. même temps, on a cette unicité et notre unité, on est relié. Et donc ces paradoxes entre la naissance d'Agathe, la fragilité de la vie et la puissance de la vie, ou ce que Oui. Pema m'a fait vivre entre la puissance et la douceur, ou entre cette frontière entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà. Et donc je fais avec ce que j'aime. J'ai réconcilié aussi mon côté scientifique avec mon côté spirituel. Les deux Oui. cohabitent. Je ne rejette plus l'un plus l'autre. Et donc je fais des ponts entre sciences, biologie, épigénétique, mécanique quantique, etc., et les grandes sagesses et spiritualités de ce monde pour les faire communiquer en nous. Et je pense que vouloir transposer, par exemple, le bouddhisme dans notre monde occidental, je pense que c'est pas faire une erreur, mais on se heurte un obstacle que depuis notre plus jeune âge, on est éduqué dans un monde mental en fait. On est récompensé à apprendre par cœur, à réciter, à faire des liens de logique. On appelle ça le QI, la capacité intellectuelle, etc. Mais en fait, peut-être qu'on peut, plutôt que vouloir se couper de ça pour accéder à la spiritualité, faire communiquer les deux, faire danser finalement nos capacités, celles du cerveau qui sont incroyables, mais aussi celles de notre part beaucoup plus sensible, plus intuitive, plus reliée. Et quand les deux communiquent, je pense qu'on accède là à des potentialités incroyables que l'on peut ensuite faire rayonner biologiquement, dans nos rencontres, dans notre environnement ou tout simplement dans l'expérience que l'on fait. Et je crois que là, on participe à l'évolution globale, collective. Et donc ce mouvement de soi, il n'est pas au service du collectif, il est quand je me transforme moi, ben, finalement, je permets aussi de créer un précédent dans le collectif et de permettre aussi que ce collectif change. Eh bien, merci Pierre pour ce mot de la fin.
Incroyable la cohérence de votre parcours, car on voit que finalement tout est lié, du cadre dans l'industrie agroalimentaire et qui aujourd'hui a fondé la planète intérieure. C'est très beau. Mm. Merci pour ce partage. Et donc, c'était Pierre Lapoujade, auteur du livre À la recherche du bonheur intérieur brut, chez Le Lotus et l'Éléphant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse, en compagnie d'un autre invité. Belle semaine à tous!